avoir accompli et dont on se souviendra toujours. Bien sûr, nous sommes aujourd'hui habitués à d'autres rythmes, moins contemplatifs. Mais pour peu qu'on accepte de s'abandonner à ces images, à ces paysages, à ces personnages blessés et à leurs errances, on ne le regrettera pas. D'autant qu'au bout de la route, il y a l'une des plus belles scènes de retrouvailles du cinéma, l'une des plus intenses, l'une des plus émouvantes aussi. Pour Wim Wenders, que son dernier film Perfect Days a remis au premier plan après avoir fait sensation au Festival de Cannes 2023, Paris, Texas représente un tournant dans sa carrière. Il n'a alors que 37 ans, mais déjà 9 films derrière lui et une belle réputation. Dès le début des années 70, il a été avec Fassbinder, Herzog, Schlöndorff, Margaret von Trotta et quelques autres, l'un des représentants majeurs d'un nouveau cinéma allemand. Un cinéma d'auteur, réunissant certes une même génération, mais dont les films ont été très différents les uns des autres, chaque cinéaste inventant son propre chemin. Wenders, lui, se fait remarquer par des films plutôt intimistes, désabusés et mélancoliques, aux allures souvent de road movie, dont les héros sont des personnages en marge, toujours sur le départ, hantés par le mal de vivre et le mal d'aimer. Des films souvent écrits avec l'écrivain Peter Handke, comme L'angoisse du gardien de but au moment du penalty ou Faux mouvement, ou juste par lui, comme Alice dans les villes et Au fil du temps, prix de la critique à Cannes en 1976. Des films où l'on perçoit aussi la fascination qu'exerce sur lui la musique et le cinéma américain. L'ami américain, qui porte bien son titre, en sera le plus beau des témoignages en 1977. Dans cette adaptation très personnelle de Patricia Highsmith, on croise en effet aux côtés de Bruno Ganz des cinéastes américains cultes comme Dennis Hopper, le metteur en scène d'Easy Rider, Samuel Fuller, celui du port de la drogue et de Shock Corridor, et Nicholas Ray, celui de Johnny Guitar et de La fureur de vivre, auquel Wenders consacrera quelques années plus tard un émouvant documentaire, Nick's Movie, alors que le cinéaste atteint d'un cancer vit ses derniers mois. L'ami américain apporte à Wenders un début de reconnaissance aux États-Unis, si bien que Coppola, qui a créé son propre studio, American Zoetrope, et veut y attirer de nouveaux talents, lui propose de venir y réaliser un film sur Dashiell Hammett, l'écrivain culte du roman noir. Expérience malheureuse, tant les conflits avec le studio sont nombreux et à tous les stades, du scénario à la mise en scène, en passant par le casting. Cette aventure lui prend 4 ans de sa vie, le fait se fâcher avec son producteur, Francis Coppola donc, ils se sont réconciliés depuis, et le marque à jamais, si bien qu'aujourd'hui encore Wenders ne l'évoque qu'avec réticence, disant que c'est un film qui manque d'âme. Le film est pourtant sélectionné à Cannes en 1982. Mais la même année, Wenders présente À Venise, un petit film en noir et blanc, presque tourné à la sauvette, sur le tournage d'un film qui se passe mal. L'état des choses, qui lui vaut, ironie de l'histoire, un lion d'or. Belle revanche. Wenders n'en a pas fini pour autant avec l'Amérique. Il rêve d'un autre film qui lui ferait oublier l'aventure malheureuse d'Hammett. Non pas un film américain, mais un film sur l'Amérique, vu par un Européen avec sa sensibilité. Si Paris, Texas marque un tournant dans la carrière de Wenders, c'est donc parce qu'il est le film avec lequel le cinéaste allemand clôt sa période américaine. Mais c'est aussi, c'est surtout, parce que c'est le film qui va lui permettre de toucher le grand public. Pas juste parce qu'il a eu la Palme d'Or, mais parce que cette palme semble être là pour le récompenser d'avoir, pour la première fois, osé aller jusqu'à l'émotion, pure, intacte, charnelle. Sa rencontre avec Sam Shepard n'y est sans doute pas étrangère. À l'époque, Shepard est surtout connu comme dramaturge, et pas vraiment comme acteur. Il est même considéré comme l'un des meilleurs dramaturges de sa génération, déjà plusieurs fois récompensé. Pas étonnant que dès leur rencontre, en 1978 à San Francisco, les deux hommes deviennent amis. Ils partagent la même passion pour l'Ouest américain, ses grands espaces et ses routes qui se perdent sur la ligne d'horizon. Et ils ont en commun le goût des personnages tourmentés, décalés, ayant du mal à trouver leur place et incarnant l'exact envers du rêve américain. Ils s'entendent si bien que tout naturellement, Wenders pense à lui pour incarner Hammett. Mais même s'il a déjà tenu des petits rôles au cinéma, notamment dans Les Moissons du ciel, le studio n'en veut pas.
On veut un acteur et pas un auteur, même pour jouer un auteur, lui répond-on. Et on lui impose Frédéric Forrest, fidèle de Coppola. C'est son rôle dans L'étoffe des héros, en 1983, qui, avec une nomination pour l'Oscar du meilleur second rôle à la clé, lancera véritablement la carrière d'acteur de Sam Shepard. Lorsqu'il lit Motel Chronicles, recueil de petits textes, mélange de souvenirs, d'impressions, de portraits, de courtes histoires que vient alors de publier Shepard, Wenders a envie d'en faire un film. Il écrit une première adaptation qu'il lui fait lire, tout en sachant que s'il y a dans cette ébauche de scénario des personnages, il n'y a pas d'histoire. Ils décident alors d'en écrire une ensemble et reprennent tout à zéro. Leur point de départ sera un texte qui n'occupe pas plus d'un quart de page dans le livre et que Wenders avait d'ailleurs conservé dans son adaptation, l'image d'un homme au bord de l'autoroute qui vide ses poches, quitte tout, part tout droit dans le désert en laissant sa vie derrière lui. Ensemble, ils vont imaginer une histoire simple mais forte, celle d'un homme perdu, essayant de recoller les morceaux de son passé, partant sur les traces de sa femme tant aimée et de leur jeune fils, qui un beau matin se sont évanouis dans la nature. Pendant 6 mois, ils avancent dans l'écriture, Wenders suivant Shepard là où l'entraînent ses tournages ou ses mises en scène de théâtre, de San Francisco à Santa Fe, en passant par Los Angeles. Se nourrissant de leur propre voyage, ils écrivent une grande partie du script, mais décident qu'ils écriront le reste au fur et à mesure du tournage, une fois qu'ils connaîtront mieux leurs personnages, en se laissant porter par les paysages et les événements qu'ils traversent, presque en improvisant au jour le jour. Dans l'esprit de Wenders, il va tellement de soi que Shepard sera Travis, le héros de son film, qu'il ne lui propose même pas le rôle officiellement. Sauf que lorsque les dates du tournage approchant, il se met à lui parler des essais costumes, Shepard lui dit qu'il n'est pas question qu'il joue Travis. Pour une bonne raison. Il est tombé amoureux de Jessica Lange sur le tournage de Frances et ne rêve que de passer du temps avec elle, que de travailler avec elle et pas de partir sur les routes avec lui. D'ailleurs, ils ont déjà des projets en commun. Et c'est à Santa Fe, où ils terminent l'essentiel du script, que le hasard va mettre sur leur route Harry Dean Stanton. C'est un acteur pas très connu, mais très expérimenté, qui a toujours eu des seconds, voire des troisièmes ou des quatrièmes rôles, et parfois il mourait dans les 10 premières minutes du film, racontera Wenders. Shepard convainc le cinéaste sans mal que Harry Dean Stanton est, avec son air fatigué et mélancolique, l'interprète idéal de Travis. Ce sera le rôle de sa carrière qui le fera entrer à jamais dans l'histoire du cinéma. C'est également à Santa Fe qu'il tombe sur Dean Stockwell, qui avait débuté enfant, avait connu une carrière flamboyante en enchaînant film sur film, mais qui, pas satisfait des propositions qu'on lui faisait, était alors à 2 doigts d'arrêter pour devenir agent immobilier. Il jouera le frère de Travis, qui s'est retrouvé par la force des choses le père adoptif de son gamin. Un rôle qui relancera sa carrière. Sa compagne, elle, sera jouée par une actrice française, coproduction oblige. Le film est une production franco-allemande, sans quasiment de financement américain. Ce sera Aurore Clément, révélée par l'accomplutien de Louis Malle, et devenue l'une des actrices fétiches de Chantal Akerman. Elle est aussi l'épouse du décorateur de Coppola, Dean Tavoularis, avec lequel Wenders a travaillé sur Hamet. Côté allemand, toujours coproduction oblige, Wenders n'hésite pas une seconde. Jane, la femme tant aimée mais si mal aimée pourtant, ce sera Nastasia Kinski, la fille de Klaus Kinski, qui l'a fait débuter au cinéma lorsqu'elle avait 14 ans dans Faux Mouvement. Tess de Polanski, coup de cœur de Coppola, et la Féline de Paul Schrader ont fait d'elle une star, belle, troublante, énigmatique et d'une sensibilité à fleur de peau. Paris, Texas, pour lequel elle a pris l'accent texan, sera l'un de ses plus beaux rôles. Sa différence d'âge avec Harry Dean Stanton, elle a alors 23 ans et lui 57, ne fera que mettre davantage encore en lumière l'impossibilité de cet amour toxique, rongé par la jalousie, jusqu'à la violence, jusqu'à la folie. En revanche, Wenders a du mal à trouver celui qui va interpréter le jeune garçon, qui décidera, une fois que son père l'a retrouvé, de le suivre, dans l'espoir de retrouver aussi sa mère. Wenders estime les propositions des directeurs de casting vraiment trop formatées. Mais, une fois encore, le destin veille, et met sur sa route, en allant voir sa mère,
le fils de l'actrice Karen Black, Hunter Carson, âgé alors de 7 ans, dont il aime tout de suite ce qu'il dégage. Ce sera une révélation. Dans la foulée, son père, le scénariste L.M. Kit Carson, collabore au scénario du film. Côté technique, Wenders retrouve son fidèle chef opérateur, Robbie Muller, avec lequel il a fait ses 7 premiers films et qu'il n'avait pas pu engager sur Hammett car il n'était pas syndiqué. Et il choisit Claire Denis comme première assistante, avec laquelle pendant plusieurs mois, il va parcourir l'Ouest américain pour des repérages, donnant libre cours à son autre passion, la photographie. C'est sur Paris, Texas que la future réalisatrice de Beau Travail va rencontrer Agnès Godard, alors première assistante caméra, qui deviendra sa collaboratrice attitrée et l'une des directrices photo les plus prestigieuses du cinéma français. Lorsque le tournage débute, le scénario n'est donc pas terminé. Shepard et Wenders ont écrit une dernière partie, mais juste pour les financiers. Le réalisateur sait qu'il ne la tournera pas. Mais plus la fin du tournage approche, plus il devient indispensable de l'écrire. Wenders appelle Shepard, qui lui est à l'autre bout des États-Unis en train de tourner un film et totalement débordé. Cela s'annonce difficile. Le tournage de Paris, Texas est alors arrêté et les acteurs et techniciens renvoyés chez eux. Le temps de la réflexion. Wenders cherche des idées, mais demande à Shepard d'écrire au moins les dialogues. Celui-ci accepte. Claire Denis rappelle alors au réalisateur ce lieu incroyable découvert lors des repérages, un pipe show abandonné, d'une profonde mélancolie, qui pourrait très bien être le lieu des retrouvailles de Travis et Jane, et que le réalisateur a l'idée d'utiliser, dit-il, moins comme un lieu érotique que comme un cabinet de psychothérapie. Shepard écrit alors en quelques jours de longs dialogues qu'il dicte la nuit par téléphone au réalisateur pour gagner du temps. Résultat, une scène incroyable, comme une courte pièce, pour laquelle Robbie Muller accomplira des prouesses en filmant à travers des miroirs sans teint. Une confession qui frappe comme un coup de poing au cœur et donne tout son sens au film, qui devient ainsi un film sur la douleur de l'amour, mais aussi sur la réparation et la rédemption, entièrement habité par la douceur du regard de Wenders sur ses personnages. Aucune scène ne sera finalement tournée à Paris dans le Texas. Mais alors pourquoi ce titre, Paris, Texas ? Parce que c'est le lieu d'où est originaire la mère de Travis, là où il aurait été conçu, et dont son père s'est toujours moqué en parlant de sa mère. Elle vient de Paris, non pas de Paris en France, mais de Paris, Texas. Travis y possède un terrain vague, dont il garde toujours une photo sur lui, et sur lequel il a rêvé d'y construire une maison et d'y vivre heureux en famille. Un lieu illusoire, symbole à la fois de la blessure et de la réparation. Et puis, dit Wenders, ça sonnait tellement bien, Paris, Texas. Pour la musique, Wenders sait depuis le début qu'il la confiera à Ray Cooder, guitariste génial, qu'il avait voulu engager lui aussi sur Hammett, mais dont le studio n'avait pas voulu non plus. On veut un compositeur, pas un joueur de guitare, lui avait-on dit. Ray Cooder décidera d'improviser sa musique en regardant les images du film dans une salle de cinéma, comme au temps du cinéma muet, ou plutôt, dira-t-il, comme Miles Davis l'a fait devant les images d'Ascenseur pour l'échafaud de Louis Malle. Parfois, la magie, c'est juste une question d'harmonie, d'heureuse conjonction. Il y a en premier lieu ces paysages par lesquels Robbie Muller et Wenders se laissent porter, trouvant la vérité du film chemin faisant et signant des images et des scènes inoubliables. Il y a vibrante la fascination de Wenders pour l'Amérique des grands espaces, mais aussi pour l'Amérique des villes perdues, pour l'Amérique mélancolique et déchirante des tableaux d'Edward Hopper. Un acteur quasi inconnu au visage fatigué comme héros, une actrice au sommet de sa beauté et de sa puissance d'émotion dont le pull en mohair rose deviendra iconique, un enfant à la gravité confondante et les accents glissés et mélancoliques d'une guitare inspirée feront le reste. 40 ans après, la magie opère toujours, d'autant que sa récente restauration en 4K sublime davantage encore ces images. 3 ans après Paris, Texas, comme Travis a pu renouer avec son passé, Wenders retrouvera Berlin et y réalisera un deuxième chef-d'œuvre, Les ailes du désir. Mais c'est une autre histoire. Pour l'instant, laissez-vous aller. Il y a le désert américain, un oiseau qui plane, un homme à bout de force qui marche,
et des accords de guitare. Merci Jean-Pierre pour ce bel épisode. Nous avons hâte de redécouvrir ce film en ce moment dans les cinémas UGC. Réservez vos places et retrouvez toute la sélection UGC Culte sur ugc.fr et l'appli UGC. Avant de se quitter, vous pouvez nous rappeler la sélection du mois ? Au programme aussi de ce mois de janvier, des films incontournables à revoir ou à découvrir sur grand écran. La Strada, le chef-d'œuvre de Fellini sorti en 1954. Poésie, grâce et émotion. Oscar du meilleur film étranger, avec Giulietta Massina et Anthony Quinn inoubliables, et une des plus belles musiques de Nino Rota. Aguirre, la colère de Dieu de Werner Herzog, sorti en 1972. Un conquistador perdu dans la jungle, une folle aventure, aussi bien celle que raconte le film que celle de son tournage, et la rencontre cultissime de Herzog avec un acteur hors norme, Klaus Kinski, qui va l'accompagner longtemps. Un envoûtant voyage. V pour Vendetta, écrit par les sœurs Wachowski et réalisé par James McTeague, sorti en 2005. Adaptation de la BD de Alan Moore et David Lloyd, un vengeur masqué lutte contre une dictateur qui règne à Londres. Prophétique et spectaculaire, avec Nathalie Portman et Hugo Weaving. Apollo 13 de Ron Howard, sorti en 1995. Quand un chapitre incroyable de l'épopée spatiale américaine donne un film formidable, porté par un casting d'enfer mené par Tom Hanks, et un dialogue passé dans le langage courant, Houston, on a un problème. Cultissime. Steve Jobs, de Danny Boyle, sorti en 2015, 3 étapes commerciales importantes dans la vie du créateur d'Apple, incarné par Michael Fassbender. Golden Globe du meilleur scénario pour Aaron Sorkin, et Golden Globe et BAFTA du meilleur second rôle féminin pour Kate Winslet, qui incarne la directrice de marketing d'Apple. Incontournable. Her, de Spike Jonze, sorti en 2013. Quand un écrivain public tombe amoureux d'une créature de l'intelligence artificielle. Magnifique pari gagné haut la main, entièrement porté par Joaquin Phoenix en état de grâce et par la voix chaude de Scarlett Johansson, irrésistible.